Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation de lecture pour l'automne. J'ai essayé de regarder dans tous les livres que j'ai lus récemment ou moins récemment, les livres qui pour moi sont parfaits à lire pendant cette période-là, que ce soit des lectures un peu spooky, des lectures cosy à lire au coin du feu ou dans la forêt avec les températures qui redescendent un petit peu. Bref, j'ai essayé de choisir des genres assez différents mais qui tous me donnent vraiment des vibes automne. Et à la fin, j'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Instagram de me donner leurs recommandations parfaites pour l'automne. Donc je vous les partagerai à la toute fin, que ce soit des livres que j'ai lus ou que je n'ai pas lus. Pour une fois, j'ai été organisée puisque en premier, on va commencer avec les livres qui sont disponibles en français, donc en anglais et en français, les livres qui sont disponibles juste en anglais, et à la fin, j'ai aussi sélectionné les livres que j'ai dans ma pile à lire, que je n'ai pas encore lus mais que je veux lire cet automne, et les livres que je compte acheter pour lire cet automne. Alors, en premier, celui-ci, je vous en parle régulièrement, mais je trouve que vraiment la période pour le lire, c'est en automne, et c'est Under the Whispering Door, donc Sous la porte qui chuchote en français, publié aux éditions d'Osaxus, et c'est vraiment la lecture cocooning par excellence, je trouve. Les livres de TJ Klune sont toujours des livres sur la fin de famille, sur la seconde chance, sur des personnes, à chaque fois c'est des personnages qui sont pas forcément très appréciables et qui, au contact de personnes, vont grandir, vont se développer, vont évoluer pour devenir de meilleures personnes. Et celui-ci, on y suit le personnage de Wallace qui, justement, n'a pas du tout été une bonne personne tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas été aimé, n'a pas été apprécié par les gens de son entourage. Et il le voit au moment de son enterrement puisqu'il décède et il y a quasiment personne à son enterrement et les gens ne parlent pas bien de lui. Et il y a une faucheuse qui va venir le voir et pour l'emmener vers l'au-delà, sauf qu'en fait Wallace n'est pas du tout prêt à faire la traversée. Et donc on va lui proposer de passer une semaine dans un petit salon de thé qui est tenu par, je me rappelle plus de son nom, par Hugo. Voilà, et donc on va lui dire, tu as une semaine pour faire le deuil de ta vie, pour être prêt à passer dans l'au-delà. Et il va pouvoir faire ça aux côtés de Hugo et des autres personnes qui vivent aussi dans ce tea shop. Et donc voilà, c'est un livre qui va permettre au personnage de refléter sur ce qu'il a fait dans sa vie, sur ce qu'il a bien fait, ce qu'il a mal fait, ses regrets, donc ce qu'il aurait aimé faire, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il regrette d'avoir fait et tout. Bref, et voilà, c'est juste une lecture qui est hyper cocooning. Je sais que la plume de TJ Klune n'est pas forcément faite pour tout le monde, il y a des gens qui n'apprécient pas du tout ces livres. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est toujours des lectures très douces et très belles en même temps. Il fait super chaud, j'ai pas mis de ventilateur parce que sinon le micro vous entendez rien, mais je meurs de chaud. Mais on enchaîne quand même sans plus tarder avec la deuxième recommandation. Celle-ci, je vais pas tarder à tirer au sort le gagnant du concours sur TikTok. Donc si vous voulez essayer de le remporter, je vous mets le lien du TikTok dans la barre d'infos et je tirerai au sort dans quelques jours. C'est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Ça, je l'ai adoré, je l'ai lu quand il est sorti en VO. Et pareil, lecture cozy, cocooning avec le trouble de la fin de famille, qui est juste une pépite. Dans celui-ci, on y suit, elle s'appelle Mika Moon. Mika Moon, c'est une jeune sorcière, sauf que dans leur société, eh bien, les sorcières, plus elles sont en grand nombre, plus leurs pouvoirs sont décuplés. Donc elles vivent un petit peu toutes en autarcie, toutes très séparées les unes des autres. Et Mika, pour vivre, eh bien, elle est youtubeuse et elle fait croire sur YouTube qu'elle est une sorcière, donc prétend être une sorcière. Pourtant, elle en est vraiment une, mais tout le truc, c'est de dire je suis une sorcière pour que les gens pensent qu'elle en est sans en être une. Bref, c'est très méta sur sa chaîne YouTube. Mais voilà, et en fait, un jour, elle va recevoir un message d'un jeune homme qui lui dit écoutez, j'ai besoin de votre aide. On a trois petites sorcières à la maison qui n'arrivent pas à gérer leur pouvoir. Et contre toute attente, Mika va accepter d'aller les aider et donc elle va rejoindre la maison de nulle part, je crois que c'est en français, c'est ça, pour aller aider ces trois petites sorcières à gérer leur pouvoir, sauf que bien évidemment 4 sorcières dans un même endroit, eh bien ça risque de créer quelques problèmes. Et j'ai adoré, c'est vraiment une petite pépite, ça se lit super vite, c'est doux, c'est mignon, c'est romantique, il y a une romance Grumpy Sunshine, je peux que vous le conseiller. Ensuite, une vibe un peu plus sombre et en même temps découverte de soi et en même temps vous en avez probablement entendu parler déjà 25 000 fois mais j'aime trop le livre pour vous en parler. C'est La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab. Pareil, je trouve que quand les jours commencent à se rafraîchir et à se raccourcir, c'est vraiment le bon moment pour découvrir ce livre. Si vous ne l'avez pas encore sorti de votre pile à lire ou que vous ne l'avez pas encore acheté, eh bien c'est l'occasion. Il peut être assez intimidant parce que c'est une bonne pavasse, mais c'est un livre qui est absolument sublime. Je trouve la plume de Vi Schwab encore plus poussée, encore plus travaillée dans celui-ci. Et ouais, c'est un roman qui est juste sublime. Pour vous donner le résumé, donc ça débute pendant une nuit de 1714, quand dans un moment de désespoir, une jeune femme, donc Adi, décide de prier les dieux qui répondent après la nuit, ce qu'on lui a dit de ne jamais faire. Elle s'apprête à être mariée à un vieux monsieur veuf et elle en a aucune envie, elle rêve de liberté, elle rêve de voyage et donc elle va prier aux dieux qui répondent après la nuit. Et ce dieu-là, le dieu qui va répondre, va lui promettre la liberté. Sauf que ce qu'il ne lui dit pas, c'est que, eh bien, effectivement, elle sera libre, elle vivra pour toujours, mais personne ne se souviendra jamais d'elle. C'est-à-dire qu'elle peut parler avec des gens, elle peut échanger avec eux, elle peut les croiser, elle peut interagir, mais au moment où elle sort de leur champ de vision,
ils se souviennent plus d'elle, elle peut pas écrire son nom, donc elle peut pas raconter son histoire, elle est en fait vouée à être oubliée dans l'histoire. Jusqu'au jour où, bien des années plus tard, 300 ans plus tard, je crois que c'est à New York, il me semble, c'est ça, dans une petite librairie à New York, et bien elle rencontre Henry, et Henry va se souvenir d'elle. Voilà, et je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une pépite. Dans une vibe beaucoup plus sombre, si vous avez envie d'épique fantasy avec des vampires mais qui fassent pas bitlit, je vous recommande L'Empire du Vampire. Alors bon, là moi j'ai mon édition Illumicrate mais qui est traduit aux éditions de Saxus en français. Et celui-ci, pareil, c'est un livre que j'ai adoré lire. Je l'ai lu en septembre au bord de l'eau et je me dis j'aurais tellement aimé aussi le lire vraiment dans une ambiance un peu plus spooky autour d'Halloween. Et si je me rappelle bien de l'histoire, parce que je l'ai lu il y a un sacré bout de temps, il me semble qu'on suit l'histoire de Gabriel de Leon, qui fait partie de une sorte de confrérie dont l'objectif c'est de retrouver le Saint Graal, parce que le Saint Graal permettrait de terminer la nuit ultime qui est en train de s'abattre sur eux. C'est-à-dire qu'en gros, depuis maintenant, je crois que ça fait des centaines d'années, si j'ai pas de bêtises, je suis plus très sûre. Il y a en fait la durée du jour qui commence à se réduire de plus en plus, ce qui permet aux vampires de devenir de plus en plus puissants et de pouvoir agir plus longtemps en fait sur une période de 24 heures. Et donc l'objectif de cette confrérie-là, c'est de retrouver le Saint Graal parce que c'est la seule chose qui pourrait faire disparaître cette nuit-là. Et donc Gabriel de Leon a pour objectif, a pour mission de retrouver ce Saint Graal, sauf qu'en fait on sait dès le début qu'il a été capturé et dans le livre il nous raconte l'histoire de comment est-ce qu'il a été capturé, quelle était sa mission, pourquoi est-ce que c'était cette mission, bref. Et j'adore. J'avais adoré, j'ai trop hâte d'avoir la suite, même si la suite sort dans très longtemps, parce qu'il me semble que celui-ci sort en 2022 du coup, et la suite sortira qu'en 2024. Donc bon, faudra se rappeler des événements. Dans une vibe toujours un peu plus creepy, mais moins vampire, on a House of Hollow de Crystal Sutherland, donc celui-ci qui est traduit par les Sœurs Hollow en français aux éditions Rajo, si je dis pas de bêtises. C'est un livre que j'avais lu pareil, je crois, en 2022 et que j'avais énormément aimé, très mystérieux, très gothique, une vibe très chelou, on va pas se mentir, très mystique, mais moi j'avais adoré. Pareil, pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans le livre, on y suit 3 sœurs, les sœurs Hollow. On sait juste que quand elles étaient plus jeunes, elles ont disparu pendant 1 mois et quand elles sont revenues, elles avaient tout leur poils, cheveux qui étaient devenus blancs. Et depuis, elles ont repris leur vie un petit peu normale jusqu'à ce que, je crois que c'est la plus vieille sœur, il me semble... C'est ça, jusqu'à ce que sa plus vieille sœur disparaisse de nouveau et donc elle va essayer avec l'aide de son autre sœur d'aller la retrouver et peut-être qu'elle aurait disparu à l'endroit où elles avaient déjà disparu toutes les 3 il y a quelques années. Voilà. Et ensuite, pareil, ça je me suis dit je continue, j'en mets un autre dans cette vibe là parce que c'est vraiment le genre de livre que j'adore lire en automne. Donc encore une fois, dans la vibe de Mexican Gothic, dans la vibe aussi de House of Hollow, si vous avez déjà lu House of Hollow. Alors là c'est le tome 2, je crois que j'ai. C'est Annihilation. Il y a un film qui est sorti sur Netflix avec Natalie Portman. J'avais vu le film, j'avais été hyper intriguée et je m'étais dit j'ai envie de prendre le livre aussi et de pouvoir continuer un petit peu l'histoire. C'est ce que j'ai fait et j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore continué la suite de la saga, mais si vous aimez pareil les livres où il se passe quelque chose de très étrange qui commence à transformer un petit peu la planète, transformer ses habitants mais on sait pas ce qui se passe, et vous allez adorer celui-ci. En gros, du jour au lendemain, il y a une sorte de zone qui commence à s'étendre quelque part, je crois que c'est aux États-Unis. Elle s'étend et quand on va à l'intérieur, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien et plus elle s'étend, plus elle transforme la végétation. Il y a une sorte de miroir, de film miroitant. Et donc il y a des chercheurs qui tentent d'envoyer des équipes d'experts tous ensemble pour essayer de découvrir ce qui s'y passe. Et souvent les gens qui reviennent ne peuvent pas vraiment raconter ce qui s'est passé, ils deviennent fous, il se passe des choses bizarres. Et donc là on y suit une des nouvelles équipes qui va aller à l'intérieur, toutes des femmes il me semble, qui ont toutes des rôles bien spécifiques. Et on va voir comment ça se passe à l'intérieur de cette zone pour essayer de comprendre ce qu'elle est, quelle est son origine, quel est son objectif. Et j'ai absolument adoré le livre et j'ai trop envie de lire la suite. Et enfin, le dernier que moi j'ai lu, qui est disponible en VF, que je vous recommande, c'est Vicious de V. Schwab. J'ai pas mon exemplaire parce que je vous l'ai prêté, donc je vous mets la petite couverture ici. Mais c'est un livre, c'est le premier livre, je crois, de V. Schwab, si je me rappelle bien, que j'ai lu. Et je l'ai adoré parce que c'est un des premiers livres que je lisais avec ce type d'antagoniste et de protagoniste assez nuancé, puisque le résumé de celui-ci, c'est qu'on y suit 2 personnages qui
découvrent un jour en fait qui entendent parler plutôt des expériences de mort imminente, et ils auraient entendu dire que les personnes qui font des expériences de mort imminente développent parfois certains pouvoirs liés à leur expérience de mort. Et donc ils se disent, pour le sujet de notre thèse, parce qu'ils sont à l'université, est-ce qu'on tenterait pas de faire des expériences de mort imminente et voir ce qui se passe? C'est ce qu'ils vont faire, et donc ils vont tous les deux avoir ce type d'expérience, développer des pouvoirs, sauf que il y en a un qui va partir du mauvais côté de la force et un qui va partir du plus bon côté de la force, même s'ils sont tous les deux assez nuancés, et c'est ce que j'ai aimé, c'est-à-dire que même là où tu penses qu'il est meilleur que son compagnon, et il fait des choses pas forcément toujours top, et vice versa, lui aussi, il y a des choses qui fait qu'on peut comprendre et des choses qu'on comprend pas. Bref, je vais pas vous en dire trop, mais donc c'est l'histoire du coup de ces deux meilleurs amis qui deviennent ennemis à cause de cette expérience-là, et j'adore le concept de développer des pouvoirs après les expériences de mort imminente et de voir comment à chaque fois le pouvoir est lié à ces expériences de mort imminente. Donc comment est-ce que quand une personne s'est approchée en fait de la mort, la façon dont elle s'en est approchée va lui déclencher un certain type de pouvoir. J'ai trouvé ça trop stylé. C'est une duologie, donc ça se lit relativement vite, et les 2 tomes sont traduits aux éditions Lumen, si je dis pas de bêtises. On va passer au livre que j'ai lu et que je vous recommande en VO. En premier, on a celui-ci, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, mais je suis obligée de vous en reparler à la période de l'automne. C'est Small Favors de Erin A. Craig. Celui-ci, comme d'habitude, je vous en dis pas trop, je veux pas vous lire le résumé parce que je trouve qu'il spoil beaucoup. Mais on y suit un petit village qui vient un petit peu en autarcie. Il y a que de temps en temps des personnes qui sont envoyées pour se ravitailler à la grande ville, mais ils vivent au milieu de la forêt. Et leur vie est régulée par certaines règles qu'il ne faut surtout pas briser. Jusqu'au jour où une des équipes qui était chargée d'aller ravitailler ne revient pas. Il y a seulement le cheval qui revient, il a été absolument massacré. Et donc ils se disent qu'il y a peut-être une sorte de créature qui commence à rôder à l'extérieur. Et de plus en plus de choses extrêmement bizarres commencent à se produire dans le village et à l'extérieur du village. Et en même temps, il y a un nouveau protagoniste qui arrive et qui commence à se lier un petit peu plus avec notre personnage principal féminin. Et on commence à avoir des doutes sur son implication dans tout ça. C'est un livre. Tout au long de l'histoire, vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est comme genre de livre. Est-ce que c'est de la fantasy, est-ce que c'est du fantastique, est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que c'est de la dystopie, j'ai adoré. J'ai adoré ce côté, on se pose des questions constamment, on est perdu, mais perdu de la bonne manière. Pas perdu frustré, perdu, vous avez plein de théories et on vous emmène sur plein de pistes sans que ce soit frustrant. Donc j'avais beaucoup aimé. Ensuite, celui-ci, je vous en ai parlé récemment, mais pareil, je trouve que c'est la période parfaite pour le lire, Divine Rivals de Rebecca Ross, que j'ai absolument adoré. Celui-ci, c'est un Enemies to Lovers Academics Rivals to Lovers, il me manquait un mot. Et pour vous donner le pitch, on y suit Iris qui a un petit peu tout perdu dans la vie. Son frère s'est engagé dans une guerre entre 2 dieux, pour servir aux côtés d'une déesse. Et sa mère noie son chagrin dans l'alcool. Donc Iris, tout ce qui lui reste, c'est son envie d'obtenir une colonne dans le magazine dans lequel elle travaille plutôt. Sauf que pour cela, elle est en compétition avec Roman Kitt, qui est son rival académique, qui lui aussi veut obtenir cette colonne. Et donc, pour parler un petit peu de son chagrin, elle tape des lettres à son frère sur sa machine à écrire magique, qui est censée lui faire parvenir les lettres directement. Sauf que, plot twist, ce n'est pas du tout son frère qui reçoit les lettres, c'est Roman. Et donc, ils vont commencer à échanger de manière épistolaire et surtout de manière anonyme, parce qu'ils ne savent pas qu'ils échangent l'un avec l'autre. Et au milieu de tout ça, il y a le contexte à l'arrière de la guerre entre les dieux qui fait rage, et ils vont être propulsés tous les deux au cœur de cette guerre sur le front. Et ça va peut-être pousser leur relation à évoluer d'une manière complètement différente. Et ce livre, il faut vraiment le voir comme de la romance avec de la fantaisie. C'est-à-dire que le background de fantaisie est hyper intéressant. Tout ce qui est la guerre entre les dieux, c'est très intéressant, mais c'est vraiment pas poussé dans ce tome 1. Je pense que dans le tome 2, ça sera beaucoup plus développé. On aura un meilleur équilibre, je pense. Enfin, meilleur, ça m'a pas dérangé dans le tome 1, mais un équilibre plus équilibré entre la fantaisie et la romance. Mais là, c'est vraiment la romance au cœur de l'histoire et la fantaisie derrière qui sert de fond et de développement en fait pour la romance. Mais ça m'a pas du tout dérangé, au contraire j'ai vraiment adoré. Et la plume est vraiment très belle. Ensuite, vraiment celui-ci, pareil, vibe très sombre, vous lisez ça alors qu'il y a un petit brouillard dehors. Spells for Forgetting de Adrienne Young, donc l'autrice de Fable. Il n'est pas encore sorti en français, j'espère qu'il sera bientôt, parce que j'ai trop aimé, j'avais pas aimé Fable de cet auteur. Je suis pas fan de ces romans young adultes, mais alors Spells for Forgetting, j'avais absolument adoré. C'est très atmosphérique et c'est typiquement ce que j'ai envie de lire à l'automne. Pour vous parler de ce qui s'y passe,
On y suit Emery dont la vie en fait a complètement changé la veille de sa cérémonie de remise de diplôme, donc je crois que c'était du lycée, quand l'amour de sa vie, Auguste Salt, est accusé d'avoir assassiné sa meilleure amie Lily. Et elle a toujours rêvé de pouvoir s'enfuir de l'île et d'aller vivre sur le continent avec Auguste, sauf que malheureusement, eh bien, il est parti tout seul après les accusations de meurtre et elle est restée sur l'île. Sauf que, eh bien, des années après, 10 ans après, Auguste revient pour enterrer les cendres de sa mère et ils vont être forcés de remuer le passé, de découvrir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Voilà, sachant qu'il se passe des choses un petit peu bizarres, un petit peu mystiques sur cette île. On sait qu'il y a, des choses, des forces qu'il ne faut pas déranger. Et donc il y a tout ça qui se mêle à l'intrigue de qui a tué Lily. Est-ce que c'est Auguste? Est-ce que ce n'est pas Auguste? Et si ce n'est pas Auguste, qui c'est? Et j'ai adoré. C'était vraiment bien fait et très atmosphérique. Et en dernier, en VO, je vous recommande The Last House on Needless Street de Catriona Ward. Celui-ci, c'est un livre très particulier parce que c'est un livre auquel j'ai mis, je crois, 4 étoiles. Et je sais que quand je vais le relire, ça sera un 5 étoiles parce que je vais voir beaucoup plus de choses, des petits indices qui avaient été disséminés tout au long de l'histoire. Et pour vous dire ce qui se passe dedans, c'est l'histoire d'un serial killer, c'est l'histoire d'un enfant volé, c'est l'histoire de la revanche, c'est l'histoire de la mort. Et c'est l'histoire d'une maison assez ordinaire au bout d'une rue. Franchement, j'aime trop le résumé, c'est écrit. Et si tu penses que tu as déjà lu cette histoire avant, eh bien c'est là que tu as tort. Dans la forêt sombre, à la fin de Needless Street, il y a quelque chose d'enterré, mais ce n'est pas ce que tu penses. Comment le résumé ne peut pas vous donner tellement envie? Il faut vraiment que je me plonge d'ailleurs dans les autres livres de Catriona Ward parce que j'avais trop aimé la vibe de celui-ci. Ah, et j'en ai oublié un qui va sortir en VF parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je vous en parle directement aussi. Je l'ai pas avec moi parce que pareil, je l'ai prêté, mais c'est If We Were Villains de ML Rio, que j'ai absolument adoré. Mais lui, je l'ai lu il y a vraiment quelques années. Et il sort très bientôt aux éditions Big Bang, si je dis pas de bêtises, en novembre, je crois. Donc parfait pour lire pour l'automne. Et celui-ci, c'est un livre où, en gros, on y suit un groupe d'étudiants, je crois que, si je me rappelle bien, c'est en théâtre. Ils sont à l'université, ils montent leur dernière pièce. Sauf que, eh bien, il y en a un qui va être assassiné et une autre personne de ce groupe d'amis de cette troupe de théâtre va être inculpée pour le meurtre. Et 10 ans plus tard, le flic qui l'a inculpé le libère et va lui demander de raconter ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Et c'est ça qu'on va suivre dans le livre. Et donc on a l'alternance entre la narration du personnage à l'heure actuelle qui a été accusé de ce meurtre et ce qui s'est réellement passé au moment présent dans le passé. Au moment présent dans le passé, ça ne veut rien dire, mais vous avez vu ce que je voulais dire. Et voilà, celui-ci, Thriller Dark Academia, très bien pour l'automne. Et du coup, enfin, en VO, le dernier que je vous recommande, parfait vraiment pour lire à la période d'Halloween, c'est The Dead Romantics de Ashley Poston, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas avec moi parce que j'avais lu l'exemplaire de ma copine Laura Lee, mais romance spooky, romance avec des fantômes, qui est absolument incroyable. Celui-ci, on y suit une jeune femme qui est, si je me rappelle bien, une ghostwriter. Donc je sais pas si on n'a pas de terme pour le dire en France, mais ce sont donc des personnes qui écrivent au nom d'un autre auteur et ensuite c'est publié au nom d'auteur. Par exemple, normalement il y a beaucoup de gens qui pensent que Stephen King a des ghostwriters, c'est-à-dire que c'est des gens qui écrivent ses romans à sa place et ensuite ils sont quand même publiés au nom de Stephen King. Donc les gens pensent que c'est Stephen King qui l'a écrit, mais ce n'est pas Stephen King qui l'a écrit. Bref, voilà pour le concept de ghostwriter. Donc c'est ce qu'elle fait, cette jeune femme-là. Elle écrit pour une auteure très connue, pour que ce soit publié en son nom. Et un jour, elle va voir l'éditeur, le nouvel éditeur qui gère les publications de cet auteur-là. J'ai du mal à expliquer aujourd'hui. Et il va se passer quelque chose qui va faire que la romance entre les deux va évoluer d'une manière assez différente. Et il faut savoir aussi que ce qui est intéressant, le plot twist que je ne savais pas dans ce livre-ci avant de me lancer dedans, c'est que cette jeune femme, enfin c'est dans le résumé, j'avais pas lu le résumé, elle peut voir les fantômes. Voilà, donc c'est une romance trop mignonne avec une femme qui peut voir des fantômes. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et enfin, on peut passer au livre que je n'ai pas encore lu, mais que je prévois de lire en automne, et surtout que je vous recommande de lire en automne parce que tout le monde m'a dit que c'était la bonne vibe. Donc je sais que c'est des livres, en tout cas de par leur résumé, qu'il a l'air pas mal de lire à cette période. En premier, on a, et celui-là aussi je l'ai vu pas mal passer dans vos recommandations sur Instagram pour cette période-là, c'est Babel de R.F. Kuang, qui est traduit ou va être... Genre, je sais qu'il va être traduit, mais je sais pas s'il est sorti. Je crois qu'il est sorti chez De Saxus, mais je suis pas sûre. Celui-ci, c'est pareil, Dark Academia, fantasy, enfin fantastique plutôt, avec... Alors, je suis pas sûre, je vais prendre le résumé quand même au cas où. J'ai pas de résumé sur cette édition, c'est pas grave, je vais le faire de tête. C'est dans une société où les mots ont un pouvoir et on y suit un jeune étudiant qui travaille dans la traduction
et il a de la magie justement à travers ce pouvoir de traduction. Et c'est un livre, de ce que j'ai compris, qui va aussi beaucoup toucher du colonialisme, qui va toucher de l'appropriation culturelle, tout ça, et donc c'est abordé à travers le pouvoir de la langue. Donc voilà, ça a l'air d'être des thématiques très intéressantes. C'est juste qu'en fait ça fait des mois que je l'ai dans ma palle, mais je suis très intimidée parce qu'il est très gros, très épais, et je sais que je vais aimer une fois que je serai dedans, mais il va falloir que je me motive. Et ensuite, on ne peut pas dire automne pour moi sans parler de Stephen King, donc je suis obligée de lire un Stephen King chaque automne. Et pour le coup, je vais lire son tout nouveau qui s'appelle Oli, qui est sorti le 5 septembre et que j'aimerais bien recevoir, mais je ne peux pas parce qu'il est déjà en rupture de stock sur Amazon, comme d'habitude. Je l'ai précommandé, on me dit vous le recevrez jamais parce qu'il est en rupture de stock, même si ça fait 6 mois que vous l'avez commandé. Bref, c'est mon petit coup de gueule sur les précommandes Amazon. Mais bref, il sort un nouveau livre. Et donc, on y retrouve Oli Gibney, qui est un personnage qu'on avait rencontré dans Mister Mercedes et qu'on avait retrouvé ensuite, si je dis pas de bêtises, dans If It Bleeds, que j'avais pas aimé, et dans L'Institut, que j'avais bien aimé. Donc là, on a un nouveau roman où elle est vraiment au cœur de l'histoire, et un thriller, encore une fois. Et il me semble que dans celui-ci, eh bien, Oli va devoir lutter, en fait, se battre contre deux adversaires de taille qui sont deux petits vieux. Voilà, un couple de petits vieux, il me semble, qu'elle soupçonne de choses atroces, et elle va devoir essayer de prouver ce qui se passe chez eux, mais visiblement, je pense que, comme d'habitude, ça va mal tourner à un moment ou à un autre, et j'ai trop hâte de pouvoir un jour le recevoir. Et le prochain, c'est de l'horreur. Il est déjà sorti, celui-ci est sorti aussi il y a quelques mois, mais c'est un Grady Hendrix qui est How to Sell a Haunted House. J'ai trop envie de le lire parce que celui-ci, en gros, le pitch, c'est que les parents d'une fratrie décèdent et donc les frères et sœurs se retrouvent à devoir retourner dans cette maison pour essayer de la vendre. Sauf que le problème, c'est que leur mère, elle avait une obsession un petit peu bizarre avec des poupées et que peut-être que la maison, elle n'est pas aussi normale qu'il n'y paraît et peut-être même qu'elle serait hantée. Et donc tout le truc, c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour vendre une maison hantée, avec bien évidemment plein de moments assez spooky, et j'ai trop hâte de le lire parce que je trouve le pitch en plus extrêmement original, enfin original je ne sais pas, mais bref, le côté ils sont obligés de vendre la baraque alors qu'il y a des poupées possédées à l'intérieur, je trouve ça cool. Voilà, et puis vraiment l'horreur, c'est ce que j'ai envie de lire à cette période-là autour d'Halloween, donc ça sera l'occasion. Et voilà qui conclut la vidéo du jour. Je vous rajoute juste avant l'écran de fin les recommandations que les personnes m'ont mises dans la story Instagram hier et les vibes à chaque fois pour que vous puissiez voir si c'est des vibes qui vous tentent. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.